la diaspora béninoise ici aux États-Unis, pour discuter des enjeux de la présidentielle de 2016 qui se tiendra, dont le premier tour se tiendra le 6 mars 2016. Et nous avons l'honneur de recevoir ici pour en discuter, pour en parler et peut-être certainement aussi aborder les projets de société de quelques représentants de candidats qui sont parmi nous. Pour parler donc de ces élections, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous M. Issifou Olatunji, c'est bien ça? Merci. Et nous avons M. Nikez Koubrano, M. Maurice Béton, qui est aussi parmi nous, et nous avons M. Eleuté Nyangeno, qui est également parmi nous. Nous avons M. Patrick Durand, qui a fait le déplacement et qui va intervenir également dans cet entretien sur les enjeux de cette présidentielle. Et également, nous avons ainsi l'honneur d'avoir le représentant de la section ACBE des États-Unis, en la personne de M. Jonas Lima. Chers invités, merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Alors, l'intitulé de cet entretien a été clair. Quels sont les enjeux de cette présidentielle? Et je voudrais poser cette question tout premièrement à M. Béton. Présidentielle de 2016, quels en sont les enjeux? Très rapidement. Merci, M. Vital-Pano, et d'ailleurs, je vous remercie pour le travail que le ZAP 229 fait pour la diaspora, afin de communiquer ce qui se passe au pays en live pour la communauté, pour notre diaspora. L'enjeu des élections présidentielles de 2016, l'enjeu a toujours été le même. L'enjeu pour un Bénin meilleur. Je dirais même l'enjeu pour un Bénin gagnant. Et je le dis, ce n'est pas parce que j'utilise les informations d'un candidat spécialement, mais simplement pour dire que quel que soit le candidat, quel que soit celui qui va gagner pour les élections de 2016, il faudrait que celui-là se mette au travail pour que le Bénin ne soit plus ce que cela a été depuis 25 ans. Donc l'enjeu est toujours le même, un Bénin meilleur, et que tous les Béninois se mettent ensemble pour que le travail, le Bénin dont nous rêvons tous, puisse se réaliser. Pour moi, c'est l'enjeu premier. Alors, Monsieur Patrick Durand, nous sommes à la fin d'un régime finissant dont le président ne peut plus se représenter du fait des dispositions de la Constitution, et du coup, nous devons avoir un nouveau président élu. Selon vous, quels sont les enjeux de ces élections? Merci beaucoup, M. Vital, pour cette rencontre. Effectivement, nous sommes à la fin du mandat de l'actuel président. Donc, ça veut dire que quelles qu'en soient les circonstances, quelqu'un sera élu après les élections. Maintenant, reste à savoir qui serait cette personne. Et je vais commencer d'abord par dire que le meilleur gagne, en attendant. L'enjeu de cette élection est vraiment très important du fait qu'à l'heure où nous parlons, le Bénin regorge plus d'intellectuels qui voudraient avoir leur dit dans tout ce qui se passe dans le pays, plus que jamais. Et si vous ne vous en doutez, ça fait comme la première fois qu'une élection fait tant de bruit au Bénin. Donc, pour répondre brièvement à votre question et histoire de partir très vite, c'est que l'enjeu est très important. Notre pays aujourd'hui, il est temps pour qu'on puisse élire quelqu'un qui va permettre aux jeunes, surtout nous les jeunes partis à l'extérieur, il est temps pour qu'on élise quelqu'un qui va permettre une ouverture, pour nous, pour qu'on puisse rentrer, repartir au pays pour porter notre pierre à l'édifice de cette grande nation qui est au milieu, vraiment qui est un point très stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Alors, M. Issifou,
pratiquement la même question. Nous sommes donc à la fin d'un régime, un régime finissant. Nous sommes à un régime finissant. Et aujourd'hui, nous avons plus de la trentaine de candidats, et chacun se réclamant de candidat de la rupture, y compris même le candidat qui est soutenu par le régime finissant. Alors, ça devrait être quoi la rupture? Ça devrait être quoi la rupture? On finit un régime de 10 années, quelle devrait être la rupture et quel devrait être le profil de ce candidat de rupture? Merci beaucoup. Ce que moi je ne conçois pas la rupture, c'est d'avoir un projet de société commun pour le Bénin. Et ce projet de société commun ne doit pas venir d'un seul candidat. Et c'est pour cela que je lance aujourd'hui un appel à tout le monde, que le meilleur gagne. Mais je voudrais par exemple qu'on ait un groupe, qu'on constitue un groupe qui suit par exemple le candidat qui va arriver en tête ou bien le candidat qui va gagner. Quand vous voyez tous les candidats, ils ont presque la même chose. Mais quand ils arrivent au pouvoir, le projet de société qu'ils ont même défendu, qu'ils ont mis devant pour arriver au pouvoir, ils mettent ça de côté. Ils font autre chose. Et nous avons constaté que les gens qui sont peut-être contre sa gouvernance n'ont pas vraiment la présence d'esprit, ou bien ce sont des gens qui ne se constituent pas en opposant au direct pour pouvoir contrôler ce que celui-là fait et puis faire le point au fur et à mesure au peuple. Donc ce que moi j'aurais aimé, c'est que on puisse avoir un groupe, non pas d'opposants, mais qui contrôle vraiment ce que le président élu a mis dans ce projet de société. Monsieur Olatunji, alors monsieur Jonas Lima, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'un candidat soutenu par un régime finissant qui défend un bilan après 10 années de pouvoir peut se réclamer aussi un candidat de la rupture? Merci, monsieur, et je vous remercie de nous avoir convoqués ici pour discuter de l'enjeu des élections. Pour répondre à la question, c'est un peu difficile de dire qu'un candidat qui se réclame du gouvernement ou d'une gouvernance qui vient de passer, qui parle de rupture, mais il s'agit d'évolution dans les faits. Et c'est en ça que moi je vois la candidature de celui qui se proclame maintenant ou est proclamé être le dauphin du président partant. Et en cela, il peut évoluer non seulement dans ce qui est fait bien par l'ancien président, mais aussi changer la mentalité des Béninois. C'est une possibilité. Ce n'est pas, moi personnellement, je ne suis pas en train de suivre un candidat donné. J'ai des pour et des contre pour plusieurs candidats, mais j'aimerais que le peuple choisisse quelqu'un qui peut vraiment combattre les maux de notre société. Par exemple, personnellement, moi je suis contre la corruption. C'est comme une gangrène qui mine la société. Et c'est ça qui se répercute partout dans nos faits. Que ce soit d'abord comment est-ce que les gens ont été nommés au niveau des partis, et que ce soit comment est-ce que les gens arrivent, on élise toujours les nouvelles têtes. Il y a une base de corruption qu'il faudrait, je veux dire,
clé, ou bien un peu enlevé de la société. Et je ne sais pas si c'est l'homme idéal pour le faire. L'homme doit avoir une poigne de fer. Et c'est ce que moi j'aurais aimé pour le Bénin. Alors, M. Nianguénon, les élections, les présidentielles de 2016, contrairement aux autres élections présidentielles, connaît l'entrée en jeu de plusieurs opérateurs économiques. Ça a suscité beaucoup de tournées. Et selon vous, avec votre expérience, ce que nous vivons ici aux États-Unis, est-ce que ceci pourrait être un handicap que d'avoir des opérateurs économiques qui compétissent, qui cherchent à devenir président de la République chez nous au Bénin? Je vous remercie d'abord de m'avoir donné la parole. Je remercie qui sont ici pour parler de la politique et des élections très prochaines qui va mettre à la magistrature suprême le président de la République en avril 2016. À mon humble avis, je ne pense pas que les opérateurs économiques qui décident d'obliger la magistrature suprême soient de trop. Parce que nous avons connu, avec l'expérience que nous avons connue depuis 25 ans, après la démocratie, quand nous avons commencé le renouveau démocratique, nous avons remarqué que les 10 politiciens qui croient s'arroger le droit de chaque fois obliger la magistrature suprême d'être président, nous remarquons que quand ils viennent au pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure M. Latoundi, quand ils viennent au pouvoir, ils font tout à fait le contraire, ou bien carrément, ils ne respectent plus leur projet de société, ils ne respectent plus du tout leurs espérances, ce qu'ils avaient prévu normalement pour faire. Nous ne savons pas ce qui se passe dès qu'ils deviennent président, mais je crois qu'il est temps aussi de donner la chance aux opérateurs économiques qui pratiquement sont les poumons de l'économie béninoise de faire leurs preuves. Il ne s'agit pas de les discréditer et de leur jeter la pierre en disant que bon, ils achètent les électorats, tout ce que nous racontons. Je ne pense pas que ce soit tout à fait cela. Et je crois que nous avons donné 25 ans la chance aux petits politiciens, des technocrates, des financiers qui ont fait leurs preuves. Et nous voyons que les bilans ne sont pas pour autant élogieux. Donc je crois que donner la chance aux opérateurs économiques de faire leurs preuves serait l'idéal. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Donc, M. Maurice Béton, dans un élément audio que nous avons tous suivi, le chef de l'État sortant, le président Boni Yayi, s'est insurgé contre la candidature des hommes d'affaires. Il avait dit précisément à Sakété qu'il n'a jamais vu un commerçant prendre le pouvoir. Et quelle est votre réaction par rapport à ces propos tenus par le chef de l'État? Est-ce que vous pensez aussi que un homme d'affaires, qu'on appelle opérateur économique, lorsqu'on dit homme d'affaires, c'est au sens figuré, mais un opérateur économique peut-il prendre le pouvoir et bien gérer une nation? Oh, merci, M. Vital. Votre question, d'ailleurs, pour moi, est très simple. Nous sommes en démocratie et nulle part dans la Constitution béninoise, il est écrit qu'un opérateur économique ne peut pas se présenter si la personne a l'âge qu'il faut et qui a la probité qu'il faut. Alors pourquoi ne pas se présenter? Donc cette manière de parler de notre président sortant, je ne trouve pas que cela soit une bonne manière. Mais il faudrait aussi voir la nuance, parce que les hommes politiques dont on parlait, je suis sûr qu'ils parlaient de Talon. Talon, c'était quelqu'un qui a travaillé avec Yayi Boni. Yayi Boni le connaît, comme disait quelqu'un aujourd'hui. C'est en s'approchant d'un poulet ou bien d'un coq qu'on sait qu'il a les oreilles.
le Yahya Boni a su s'approcher de ces gens-là et a vu de quoi ils sont capables. Il sait ce que ceux-là ont fait dans le pays parce qu'il a eu à travailler avec eux. Et nous avons eu plusieurs situations, aussi bien, je peux dire même criminelles au Bénin, qui ont besoin d'être vues. Donc ces personnes, selon moi, et je suis sûr que c'est sur ce point que Yahya Boni parlait, n'ont pas eu bonne probité pour représenter le Bénin et devenir président. Vous savez tout ce qui s'est passé. On dit quand il n'y a pas de fumée, il n'aura pas de feu. Même si ces gens-là, ils sont devant la loi et que la loi n'a pas encore décidé du fait qu'ils ont fait quelque chose de mauvais ou de bon, au moins il faut savoir dire que même avec le bénéfice du doute, que quelque chose se passe et qu'il faudrait le voir. Je veux repartir sur quelque chose que vous avez dit tantôt à propos de la rupture. Est-ce que le fait que le candidat dont vous parlez, Lionel Zinsou, puisse constituer une rupture? Je dis absolument. Parce qu'il ne suffit pas de voir la candidature de quelqu'un par rapport aux hommes. Il faut voir la candidature par rapport à l'idée qu'il amène pour le pays. Nous avons tous déploré la gouvernance pendant 10 ans de Yahya Boni. Il est vrai, Yahya Boni a fait beaucoup de choses bonnes, et je l'avais dit à plusieurs reprises, mais il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais nous avons un nouveau candidat. Cela ne veut pas dire qu'il va continuer dans la médiocrité. Nous savons l'expérience de la personne, même à l'extérieur du Bénin, et nous pensons avec son programme du Bénin gagnant, il fera quelque chose de concret. Et le programme est connu de tout le monde. Il pense à l'éducation de la jeunesse. Justement, je vais sauter sur cette occasion que vous m'offrez, puisque vous venez de parler de son programme qui est connu de tous. Je crois qu'on a un panel de jeunes de la diaspora réunis avec nous. Je ne sais pas, je voudrais leur demander si vous connaissez déjà le programme du candidat dont parle M. Béhéton. Parce que curieusement, ce projet n'a été en fait dévoilé que le jour du lancement de la campagne électorale. Et justement, Maureen, moi, je m'en vais sauter sur cette occasion pour te poser une question. Pourquoi avoir attendu le dernier jour des élections pour présenter un projet de société lorsque on sait que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre une nation et un projet? Pourquoi avoir attendu le dernier jour pour présenter ce projet? Merci, M. Vital. C'est une très belle question. Pourquoi? Parce que pour vraiment comprendre cette lenteur ou bien cette lenteur ou bien la présentation tardive du programme de Lionel, il faut repartir voir le code électoral béninois. Et c'est là où je trouve qu'au Bénin, on laisse... Attends, je vois qu'au Bénin, on laisse passer beaucoup de choses sans réellement toucher le socle des problèmes. Le code électoral béninois dit ceci, que la campagne électorale ne commence qu'à 15 jours de l'élection. Et après, avant même ça, on dit on a 45 jours avant que les candidats ne puissent se déclarer. Dans une condition comme ça, il n'y a nulle part dans le code électoral une rubrique qui parle de pré-campagne. Mais qu'est-ce qui se fait au Bénin? Des candidats qui veulent faire une rupture, respecter le code électoral, respecter notre constitution, se permettent de divulguer leur programme à tout bout de champ, à partout où ils vont, sans que la justice ne les touche, sans que personne ne dise quoi que ce soit, et on trouve que c'est normal. Alors, il faudrait reconnaître ce côté légaliste de Lionel pour ne pas publier son programme pendant longtemps, parce que le programme avait été écrit, le programme de Lionel avait été écrit pendant longtemps, depuis longtemps. Mais malheureusement, à cause du système du code électoral qui permet simplement aux candidats de venir se présenter 45 jours avant les élections, et qu'il a eu cette alliance, il était normal que son programme soit revu pour instaurer tous les points des autres partis qui constituent son alliance.
On ne peut pas, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est bon. M. Olatoudi disait tantôt qu'il faudrait un rassemblement. Mais ce rassemblement, il faut le reconnaître à Lionel. Il a pu rassembler avant le premier tour des grands partis pour constituer un programme réel qui peut être utilisé. Ce qu'on a l'habitude a été fait après ce ralliement parce que moi je crois le programme avait été fait avant le ralliement, mais il fallait associer le programme d'autres partis qui se sont ralliés et cela c'est normal. Curieusement, c'est que ces partis se disent se retrouver dans son programme. C'est la base d'ailleurs de leur ralliement. C'est un premier point. Et le deuxième point, pensez-vous que réellement la campagne électorale dure 2 semaines et pensez-vous que l'on puisse vulgariser un projet de société en 2 semaines? Et ensuite, vous aviez fait allusion à la pré-campagne en ce qui concerne les autres candidats qui se disent de la rupture, mais curieusement, les affiches géantes du candidat Lionel Zissou étaient postées partout à Bopa et dans toutes les villes et dans toutes les communes du Bénin. Et c'était déjà dans la pré-campagne. Pourtant, on n'avait pas eu son programme, son projet de société. Quelle est la différence entre poster des affiches géantes dans les rues du pays et ne pas pouvoir dire pourquoi on poste ces affiches, les raisons pour lesquelles on veut être président? C'est ce que je voudrais savoir. Et c'est une très bonne question aussi. Les affiches, n'importe quel partisan d'un candidat peut se décider de poster des affiches. Même ici aux États-Unis, nous avons des partis, par exemple, le Parti démocrate de Hillary fait ces choses de la même manière. Il y a d'autres clans qui sont pour Hillary qui vont poster des choses. Et même si ces choses ne sont pas bonnes, ça n'émane pas d'Hillary. Il faudrait faire cette nuance. Le parti Alliance pour le Bénin gagnant, le parti Alliance pour l'Alliance de la République républicaine n'a pas posté un seul poster jusqu'à hier que les posters de Lionel Zissou ont commencé à être postés. Si des gens qui se disent partisans de Lionel Zissou vont faire quelque chose, il faudrait que la loi les touche. Il faudrait que des gens prennent des décisions pour que cela ne soit pas fait. Oui, non, je veux dire autre chose. Monsieur Béton, ce que vous avez certainement occulté, c'est que des caciques du régime finissant font aussi des meetings avec des affiches, des banderoles géantes à leur effigie et à l'effigie de candidat Lionel Zissou pour le soutien. Donc, à quoi s'apparente alors ces banderoles? Puisque vous avez dit, il faut faire une nuance. Oui. Ok? Faire des rassemblements de soutien et divulguer son programme de société pour une élection, il faut faire une nuance. Il y a 2 nuances là. Faire une propagande pour dire nous te supportons, on veut que tu sois notre candidat est différent de un candidat qui se lève et présente un projet de société et essaie d'informer le peuple à propos de son projet de société. Depuis que Lionel Zissou a commencé à faire des déplacements, à aller à des meetings des partisans, il n'a jamais parlé de son programme de société jusqu'à la décision qui a été donnée pour commencer les campagnes. Quand on dit faire la campagne, c'est différent de faire des meetings et dire je suis pour tel candidat. La campagne, c'est pour parler de son programme de société, parler de ce qu'on veut faire pour le pays. Et c'est maintenant que cela doit être commencé, selon le code électoral. Parfait. Monsieur Olatoudi, pensez-vous qu'en 2 semaines, on puisse vulgariser un projet de société pour pouvoir conduire une nation pendant 5 ans? Lorsqu'on se décide à conduire une nation pendant 5 ans, est-ce qu'il faut prendre 2 semaines pour parcourir un pays et expliquer ce qu'on a l'intention de faire? En réalité, je crois que c'est impossible. Et c'est pour cela que je dis la rupture doit être ailleurs. C'est-à-dire que les forces vives de la nation se réunissent pour avoir un projet de société que nous allons soumettre à n'importe quel candidat qui arrive pour dire voilà le projet de société du Bénin et que comment est-ce que tu entends trouver les moyens pour pouvoir exécuter ce projet. Et là, c'est connu déjà de tout le monde, de tous les Béninois. Et là, nous allons juger le président par rapport à
Sinon, les gens viennent, chacun, bon, ils font des copies-coller, même ce qu'on amène maintenant. Si vous voyez tous, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses que nous connaissons déjà depuis. Ce que moi je veux pour notre Bénin, pour qu'il y ait vraiment une rupture, il faut que la technique soit vraiment dissociée de la politique. C'est-à-dire, le président qui va arriver à la tête de notre pays doit pouvoir séparer l'exécution des projets et la politique. Je m'explique. Au niveau de chaque ministère, on doit avoir le conseil ministériel qui est dirigé par une personne ou bien par un bureau élu au niveau du ministère. Et le ministre peut être nommé, bon, le ministre est nommé, mais le bureau ministériel est là, qui ne peut pas être influencé par la politique et conduit les 80% des projets. On laisse 20% à la politique pour faire la différence et les imprévus. Mais un projet de société en 2 semaines, je ne crois pas que cela puisse être possible. Merci, M. Olatunji. Alors, M. Durand-Patrick, 2 semaines pour vulgariser un projet de société, 2 semaines pour faire connaître sa vision à toute une nation. Est-ce que cela est réaliste? Non. Je dirais point blanc, non, pour commencer. 2 semaines, premièrement, c'est pas faisable. Mais, il faudrait qu'on comprenne la différence entre le respect des lois électorales et le comportement des candidats durant les pré-campagnes. Contrairement à certains de mes collègues ici, si on veut être spécifique, par exemple, sur Lionel Zisu, par exemple, son projet de loi n'est pas sorti en 2 semaines. Il peut peut-être modifier ça et en faire officiel selon les lois. Mais tout candidat qui se déplace et qui va dans un village pour parler aux villageois en leur demandant « je veux devenir candidat » ou « je suis candidat, je veux travailler pour vous », fait déjà la publication de son projet. Si ce n'est pas encore sur le papier et sorti à cause du respect des lois d'électorat, ne veut pas dire que le projet n'était pas en place. C'est-à-dire le projet de candidat n'était pas en place. Tous les candidats, chaque fois qu'ils se lèvent, ils vont n'importe où pour aller parler à la population. N'importe quelle question qui quitte cette population, n'importe quel membre de la population vers eux, et les réponses qu'ils donnent en retour à cette personne, fait partie de leur projet. Et maintenant, ils ont toute une équipe. N'oublions pas ça. Et à chaque fois que ça se passe, ils recueillent le problème de la population, les problèmes de la population, les désirs de la population, et ils viennent maintenant constituer ce qui va être soumis officiellement selon la date où il est demandé de soumettre leur projet de loi. Donc, pour vous dire, pour revenir à votre question, premièrement, ce n'est pas possible, et deuxièmement, ce n'est pas vrai. Le projet de loi était déjà en place, en discussion, même avant même que les gens parlent pour vouloir savoir le dauphin du président actuel. Chacun commence déjà par se poser la question de savoir est-ce que celui-là viendra faire ce que le peuple veut. C'est déjà une question qui tend déjà vers une élaboration de projet de loi, de projet de société pour ces candidats. Je vous remercie. Alors, M. Jonas Lima,
dites-moi personnellement, avez-vous lu des projets de société de certains candidats? Combien de candidats, de combien de projets de société avez-vous eu connaissance sans nommément citer ces candidats? Je crois que j'ai parcouru au moins 4 projets, ce que j'appellerais projets, parce que quelquefois ce ne sont pas des projets, mais seulement des écrits. Donc j'ai parcouru au moins 4 que je peux dire. J'ai glané des informations. Je n'ai pas lu totalement. Si vous voulez que j'aille en détail par rapport à ce que j'ai lu, je peux dire quelque chose là-dessus. Mais lorsque vous prenez un projet de société, qu'est-ce que vous recherchez dedans, vous personnellement? Personnellement, moi, comme je l'ai dit au début, il y a des points que je crois qu'il faudrait que le candidat ou le président, quand il prend la direction du Bénin, puisse aller, doit changer. Par exemple, que j'ai parlé par exemple de la corruption. Et il y a des problèmes de base. Corruption, éducation. Je suis dans la diaspora, donc je pense à la diaspora, comment gérer la diaspora et l'agriculture, par exemple, quel secteur par rapport à l'économie la personne pense vraiment prioriser. Donc c'est c'est les points que je regarde souvent. Oui, très bien. Monsieur Lima, dites-moi, pensez-vous que les élections ne se soient jamais déroulées sur la base d'un projet de société? Pensez-vous qu'on n'ait jamais élu un président au Bénin sur la base d'un projet de société? Non. Et c'est ça le problème. Nous venons de parler tout de suite, par exemple, de la durée de campagne. Ce n'est pas possible d'avoir 2 semaines pour parcourir le pays. 77 communes en 2 semaines, c'est pas possible. Même avec un calcul mental d'1 jour par jour, là, c'est plus de 2 mois. Donc je veux au moins qu'il y ait au moins 6 mois pour chaque candidat de faire élection. C'est ce que moi j'aurais proposé pour que ça soit vraiment réaliste. Je veux aussi que les candidats, que le peuple exige quelque chose des candidats. Comme mon ami Yessou vient de le dire, on ne doit pas attendre des candidats tout le temps leur projet de société. Par exemple, nous avons discuté au niveau de la diaspora. Nous sommes les plus érudits, je dirais, parce qu'on a un taux d'alphabétisation très bas et ceux qui sont à l'extérieur sont souvent les instruits. Nous devons, par exemple, dans chaque diaspora, avoir un projet de société pour proposer aux candidats et c'est à eux d'adhérer à nos projets de société. Donc, c'est en fait ce que je pense. Merci. Alors, M. Niangueno, nous allons vous donner le tour pour vous prononcer également sur les 2 semaines de vulgarisation de projets de société. Et est-ce qu'il faut attendre effectivement que la loi autorise le début de la campagne avant de commencer par proposer un projet de société aux populations que l'on entend diriger? Je vous remercie. 2 semaines pour présenter un projet de société, parce que c'est insuffisant. Les populations qui doivent jeter un coup d'œil sur ces projets de société, je crois qu'ils n'auront même pas le temps de sillonner le projet avant que les élections proprement dites ne commencent. Donc, je trouve qu'il faudra, dans un futur, revoir un peu la loi électorale et changer un peu le délai. Et tendre ça peut-être à 1 mois ou 1 mois et demi, 45 jours, je crois que ce serait l'idéal. Maintenant, en parlant maintenant de la campagne, de la pré-campagne et des dispositions, le respect du code électoral, le respect de la Constitution, je dirais que nous sommes dans un pays où il y a de la cacophonie. Les gens ne respectent vraiment pas les lois et ils se refugent derrière une certaine notoriété ou une certaine, moi je vais dire,
puissance, je sais pas, de leur rang social pour primer, pour ne pas respecter la loi ou faire ce qu'ils veulent. Et la plupart du temps, nous remarquons que ce fait est en général de tous les candidats. Ce n'est pas le candidat de l'opposition, mais le candidat de la mouvance ou quoi que ce soit. Tout le monde, en général, cherche à aller plus vite, se faire connaître plus vite. Et dans le souci de se faire connaître et de positionner leur candidat, de pouvoir toujours aller vis-à-vis des populations et de leur parler de leur vision et de leur projet de société, ils oublient complètement la loi et c'est au dernier moment qu'on cherche à se rattraper pour rafistoler quelque chose en 2 semaines pour dire que c'est ça mon projet de société. Mais comme dirait M. Durand, ils sont bel et bien déjà sur le terrain en train de parler aux populations, en train de chercher à vulgariser leur projet de société. Mais c'est l'écrit seulement qu'on vient nous présenter en 2 semaines pour dire que c'est ça mon projet de société. Je crois qu'il faudrait vraiment que nous fassions, nous prenions du recul et cherchions vraiment comment nous allons dans les années à venir refaire la refondation, comme disait M. Yessoufou, de notre Bénin, notre chère patrie. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est de la pure pagaille. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut, et puis l'autre, parce qu'il n'est pas dans son intérêt, il cherche à pourchasser l'autre. Quand l'autre est dans son intérêt, il ne dit rien, et on politise tout. C'est ça le neuf. La politisation de tout ce qui se passe au Bénin, c'est ça que nous devons chercher à faire. On devra chercher à séparer cela de réalité des masses populaires, de leurs préoccupations, leurs besoins, les simples besoins vitaux des populations ne sont pas pour autant respectés. Ils en parlent, mais dans les faits, après on remarque que ce n'est pas ça. Voilà, donc nous avons beaucoup de boulot. Nous avons beaucoup de boulot et il faut que ça commence très bientôt. Merci. Merci, M. Nianguénon. Alors, M. Boïk et Bériton, je vais me retourner vers vous et vous poser la question. Ne peut-on pas être légaliste, suivre la loi, respecter les 2 semaines de campagne et toujours pouvoir dire ce pourquoi on a réellement envie de diriger un peu? Parce qu'en fait, dites-vous, ce que nous faisons au Bénin, nos thèses sont toujours copiées sur le cliché français, mais toujours est-il que pour les élections présidentielles, avec la durée limitée de campagne en France, les présidents, les candidats ont toujours une marge pour faire connaître leur projet de société. Vous représentez ici dans ce débat le candidat Lionel Zisso, je dois le préciser. Alors dites-nous qu'il propose, qu'est-ce que le candidat Lionel Zisso propose pour le Bénin, puisque son projet de société n'a été en fait rendu public que les dernières 48 heures. Personnellement, je n'ai pas eu la chance de le lire avant cet entretien avec vous. Pouvez-vous nous dire en 1 minute ou bien en 2 minutes les grandes lignes, sans aller dans les détails, de ce que Lionel Zisso propose et que nous n'avons pas au niveau des autres candidats qui sont en compétition contre lui? Merci beaucoup, M. Vital. Et vous, avant même d'aller dans ce point, dans ce sujet important, je veux dire une petite chose. J'avais dit tantôt que le temps imparti pour les campagnes était trop peu. Et c'est à cause du code électoral qu'on a. Il faudrait que le code électoral soit changé. Et ce code électoral doit être changé pour permettre au moins à 1 an, il faudrait que 1 an avant les élections, que tous les candidats aux élections soient connus. Cela permettra au peuple ou à ces candidats de pouvoir faire un programme de société constant. Et ce ne serait pas 2 jours, bien la veille de présentation de candidature, qu'on aura des alliances
de dernières heures et maintenant on commence à faire encore notre programme. Et c'est cela qui cause la plupart du temps, après la prise du pouvoir du président, il veut colmater des informations de tous ceux qui l'ont supporté pour pouvoir faire un programme. Il faudrait qu'on arrête ça. Et aussi, il faudrait que la campagne électorale commence au moins 6 mois avant les élections. Et que les journalistes, les médias puissent divulguer dans toutes les langues possibles les informations de chacun des candidats pour que le peuple puisse décider. Quelles sont les grandes lignes? Le candidat Lionel Zissou a pour vision le Bénin gagnant. Et ce Bénin gagnant, pour le réaliser, il a pris 3 conditions clés pour ce succès-là. C'est la gouvernance, la bonne gouvernance et la modernisation de ces institutions. Mais pour arriver à ce succès, il faudrait, dès à présent, dès sa prise de pouvoir, cibler deux importantes batailles. Et ces 2 batailles sont l'accélération du développement économique de notre pays, la création d'une cohésion sociale et d'un développement du capital humain. Et alors, pour que ce succès soit possible, il faudrait que ce succès soit posé sur un socle. Et ce socle, c'est la paix au Bénin et le rayonnement aussi bien régional et international du Bénin. C'est en grand mot le programme de société de Lionel Zissou, que je peux détailler au moment opportun. Alors, M. B, en parlant de la bonne gouvernance, le régime finissant est un régime qui est décrié pour la mauvaise gouvernance, pour la malgouvernance à 80% de ses actions à la tête de ce pays. Et le candidat Lionel Zissou se trouve aujourd'hui porté prioritairement par la coalition qui a donc géré le Bénin. L'Alliance républicaine, bien sûr. Je veux parler des FCBE. Okay. Je voudrais parler des FCBE. C'est les FCBE qui ont prioritairement donc choisi de soutenir la candidature de Lionel Zissou avant même le ralliement, avant qu'il y ait ralliement du PAID et des FCBE. Est-ce que vous ne trouvez pas que lorsqu'on veut être de la rupture et parler de la bonne gouvernance, promouvoir une bonne gouvernance pour les 5 prochaines années, est-ce que ce n'est pas un risque que de se faire supporter, que de se faire porter donc par les FCBE, par cette coalition qui est restée au pouvoir et dont la mauvaise gouvernance a été décriée par tout le monde? Ok, merci M. Vital. Et quand vous parlez vous voulez associer la non-rupture avec Lionel, et que vous trouvez que cette rupture se trouve avec les candidats comme Talon, qui ont travaillé avec Yaïboni pendant des années, les gens comme Adjavon, qui sont derrière qui il n'y a que la majorité des gens qui ont travaillé avec Yaïboni pendant des années, et beaucoup d'autres candidats. Tous ceux qui sont derrière ces candidats, ils ont travaillé avec qui? Ils ont travaillé avec Kérékou, ils ont travaillé avec Yaïboni. Donc, vous voulez dire maintenant que ceux qui sont avec Yaïboni sont les seuls à ne pas réellement créer cette rupture? Moi, je dis non. La rupture dont le Bénin doit parler aujourd'hui, c'est la rupture dans la gouvernance. Et cette gouvernance ne se termine bien, ne s'associe pas simplement à des individus. C'est une rupture de système, de gouvernance qui permet à tout Béninois, quelles que soient ses connotations politiques, quel que soit son niveau, aussi bien intellectuel qu'économique, peut amener quelque chose de concret au Bénin. La rupture, c'est cela qu'on veut. Ce n'est pas la rupture, on veut se débarrasser des hommes. Il ne faut pas ça. Le Bénin a besoin de tous ces Béninois pour que le Bénin puisse avancer. Merci, M. Béton. Je vais rapidement poser une question à M. Koublanou et lui demander, le candidat Lionel Zissou aujourd'hui soutenu par une coalition dite coalition républicaine qui est composée du PRD, de la RB et des FCBE. Quelles sont vos impressions sur cette alliance, sur cette coalition républicaine qui s'est constituée pour supporter le candidat Lionel Zissou, et puis précisément sur les raisons
les raisons, n'est-ce pas, qui sous-tendent cette alliance, qui sous-tendent ce soutien, notamment les raisons évoquées par le président Adrien Oubédi, président du PRD. Je vous remercie, M. Vital. Je voudrais commencer par dire que tout le monde a le droit de choisir avec qui il va gouverner, avec qui il va travailler. Dans ce sens, l'alliance qui s'est formée autour du candidat Lionel Zinsou, alliance composée du FCDE, du PRD et de la RD, est une alliance, disons, à prendre comme toute autre alliance qui veut prendre le pouvoir et les essais. Mais la façon dont l'alliance s'est formée, la façon dont l'information de l'alliance a été portée à la population pose problème parce qu'il y a, à part ceux qui étaient dans les secrets de Dieu, l'annonce de cette alliance a créé un désarroi total dans la population. Parce qu'on était loin de voir le PRD, dont on prend les positions pendant des années, on était loin de voir le PRD supporter, aller vers le FCBE pour former une coalition et porter le candidat Lionel Zinsou. Moi j'ai des craintes. J'ai des craintes parce que c'est vrai, le Bénin a besoin de tout ça pour se construire, pour se développer. Mais quand on voit ceux qui sont autour du candidat Lionel Zinsou, je veux parler surtout des membres du FCBE, il y a des gens qui ont eu dans le passé très récent des conduites, disons, peu recommandables. Et on voit le candidat Lionel Zinsou s'afficher avec ceux-là à des meetings et tout. On a des craintes. On a des craintes, on se demande ce qui va se passer si jamais il est élu, s'il doit gouverner le pays avec ces mêmes gens, on ne risque pas sortir de l'ornière. Ça, c'est un problème que plus de Béninois se posent. Je voudrais peut-être demander, si vous permettez, demander à M. Béton, qui est le représentant du candidat Lionel Zinsou, comment est-ce qu'il pense réellement que la gestion pourrait se faire si jamais c'était Lionel Zinsou qui se présentait, qui réussissait aux élections, qui était élu, comment est-ce qu'il va gérer vraiment le pouvoir sans s'associer à ces gens-là dont Très bien, monsieur Koublano. Nous allons nous tourner du côté de monsieur Oratoudi. Vous aurez le temps de répondre à cette question. Et une petite question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à l'information, à la tendance aujourd'hui au Bénin où tout le monde parle du chaos et le président Adrien Oubédi soutient qu'il y aura chaos. Les membres de cette coalition républicaine, dite républicaine, parlent du chaos. Pensez-vous qu'aujourd'hui au Bénin, le chaos est encore possible après ce que nous avons déjà vécu en 2011? Vraiment, ça, c'est une belle question. Et pour vous répondre vraiment directement, je dirais que le chaos est possible parce que au moment où les gens qui sont contre le chaos sont en train de se chamailler, sont en train de faire vraiment, de crier qu'il n'y aura pas chaos, qu'il n'y aura pas chaos, il n'y aura pas si. Les autres sont en train d'évoluer sur le terrain.
Les autres sont en train d'évoluer sur le terrain. Et quand vous voyez, il n'y a personne, parmi eux tous, il n'y a personne qui aime le Bénin. Donc quand ils trouvent déjà à manger quelque part, le Béninois change. Le Béninois change. Et c'est pour cela que je dis il peut y avoir chaos. Parce que même dans le groupe de ceux qui sont en train de crier qu'il ne peut pas avoir chaos, il ne faut pas être étonné de voir ceux-là maintenant aller du côté de ceux qui disent qu'il y aura chaos. Donc, Monsieur Nyanguenon, nous allons vous poser cette question. Quand même, aujourd'hui, la campagne électorale a été donc lancée officiellement et beaucoup de citoyens ne sont pas entrés en possession de leur carte d'électeur. Est-ce que vous ne pensez pas que à ce niveau, il y a déjà mal donné? Le fait que nous sommes à moins de 2 semaines des élections et que tout le monde ne soit pas entré en possession de sa carte. Et vous êtes de la diaspora. Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà pu retirer votre carte d'électeur ici aux États-Unis? Les cartes d'électeurs ici aux États-Unis sont déjà disponibles. Les responsables et les présidents de chaque association ont divulgué des informations très importantes concernant le retrait des cartes d'élection. Je crois que le travail, la Cour constitutionnelle, en sa personne, M. Orlo, a bien fait de pouvoir dissoudre, de pouvoir changer le tâtonnement qu'on observait vis-à-vis de l'élaboration et du partage des cartes d'élection, à changer ça avec un autre comité ou bien un autre conseil qui va se charger maintenant de la divulgation et du partage des cartes. Je pense que nous avons eu du retard et cela se répète un peu trop au Bénin où nous sommes passés champions en affaire de retard sur tous les points. Et je crois que ce retard est en train d'être corrigé. Et on a prorogé les élections jusqu'au 6, non, oui, jusqu'au 6 mars, du fait du retard. Le 28, fait du retard. Et ce n'est pas suffisant. La semaine de prorogation n'est pas suffisante. Mais je crois que c'est déjà un pas pour montrer la bonne foi de la Cour constitutionnelle de pouvoir satisfaire les préoccupations, surtout des opposants de l'opposition qui connaissent que il fallait nécessairement que le délai imparti était trop juste et il fallait proroger ce qui a été fait. Donc je crois que nous sommes... ce n'est pas tout à fait ce que nous espérons, mais sur ce point, je crois que tout est en train d'être mis en place pour que le partage effectif se passe. Mais le grand problème, c'est dans les points les plus reculés du Bénin. Est-ce que le délai serait suffisant pour que tout le monde soit en possession de sa carte au moins à 3 jours au moins des élections? Ça, c'est un point d'interrogation. Je ne vis pas actuellement à Cotonou pour le savoir. Nous sommes ici sur la diaspora. Donc c'est vraiment le point d'achoppement. Il faudrait vraiment qu'on s'informe pour savoir si est-ce que le travail sur le terrain là-bas est en train de se faire. C'est ça ce que je crois que je peux dire pour l'instant. Monsieur Jonas Lema, vous êtes donc le délégué de ACB aux États-Unis. Dites-moi, avez-vous retiré votre carte d'électeur? Oui, je l'ai reçu. Vous avez retiré votre carte d'électeur. Et comment entrevoyez-vous l'issue de ce premier tour avec tous les frottements qu'il y a déjà et la campagne électorale qui a été lancée? Nous sommes à moins de 2 semaines donc, de ce premier tour. Les cartes d'électeurs qui ne sont pas encore, les électeurs qui ne sont pas encore tous en possession de leurs cartes d'électeurs, comment entrevoyez-vous alors l'issue de ce premier tour?
de ce fait? Merci pour cette question. Je crois que je ne suis pas du tout apaisé par rapport à l'issue positive de cette élection, par rapport au nombre aux gens qui vont voter, surtout dans notre diaspora, à cause des problèmes de retrait qu'on a eu. Nous avons pu quand même je sais qu'au moins du côté de Washington, nous avons des gens retirés au moins 70% des cartes. Mais il y a beaucoup de cartes qui sont reparties vers le Bénin, ce qui n'est pas bien. Ça n'a pas été arrangé de telle façon pour que les cartes restent ici, pour que ceux qui sont normalement les propriétaires de ces cartes puissent retirer ça avant les élections, ce qui a corrigé. Et moi, j'exhorterai le gouvernement à faire plus je crois, de travail à ce niveau, à prévoir ces genres de choses, parce qu'aux États-Unis, ici, les réalités sont différentes de ce qui se passe au Bénin. Il semble qu'il n'y a pas eu de prévision assez, il n'y a pas eu de concertation avec les responsables de communauté assez à l'avant pour permettre la récupération normale de cette arme. Monsieur Lima, pensez-vous que les élections seront transparentes? Je dis oui, mais j'ai un peu de problème par rapport à comment est-ce que les résultats vont apparaître après. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Je veux dire que les candidats ou bien l'opposition se préparent bien, à ce que je sache, à vraiment regarder de près ce qui se passe. Mais à la fin, on espère que la proclamation des résultats se fera exactement comme c'est sorti, les votes ont été faits. Je ne suis pas totalement convaincu de ça, mais j'ai espoir que mon peuple va nous surprendre comme d'habitude et qu'on aura un bon résultat et que la vie va continuer. Monsieur Durand, je vous repose la même question. Avez-vous l'impression, avez-vous le sentiment que les élections présidentielles de 2016 seront transparentes? Ça, c'est une très bonne question, monsieur Vital. Mais la réponse serait un peu ambiguë de quel côté vous les posez. Moi, je vous dirais, les élections ont été, dans n'importe quel pays, ont été toujours transparentes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons sur place et sur pied, même dans n'importe quel pays, même les pays les plus développés, un système d'intoxication qui fait que si un candidat n'est pas élu, commence par chanter, alerte, les élections ont été frauduleuses. Et si ce candidat a plus de soutien derrière lui, ça amène à faire croire à tout le monde que les élections n'ont pas été transparentes. Écoutez, nous allons dépenser de l'argent, nous en dépensons déjà pour faire les cartes d'électeurs, pour faire les recensements, pour mettre les urnes en place, pour appeler les observateurs internationaux, tous les Bataclan, tout ce qui peut entourer une élection. Et on va aux élections, on demande aux gens de voter. À part certains pays où on peut montrer physiquement le vol des urnes ou bien des attaques vers les votants directement lors des élections, le comptage et tout ça là donne toujours un résultat qui normalement devait être respecté pour la paix sociale, quel qu'en soit. Bon, le problème qui se pose chez nous, c'est quoi? La question, est-ce que les élections seront transparentes? Ouais. Si on a le système en place, si on a les garde-fous en place bien déterminés, les élections seront transparentes. Avant nous les garde-fous? Non, on l'a pas. La preuve est quoi? Même aux États-Unis, ça s'est passé entre Al Gore et puis choses là, et Bush. Et quand ça s'est passé, du fait qu'ils ont les garde-fous, on n'a pas commencé par tirer sur les gens et les candidats n'ont pas commencé par crier à chaque jour sur les médias qu'il y a telle chose et telle chose. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe à la fin? On n'a pas les garde-fous. Mais quand on crie fraude, au lieu de se calmer et soumettre normalement
plainte et soumettre normalement notre inquiétude à la juridiction en place pour pouvoir poursuivre et régler le problème, on préfère crier très haut que c'est l'Afrique et les gangrènes de l'Afrique et que nous n'avons jamais, c'est-à-dire nous ne faisons jamais quelque chose de bon. Alors moi, j'aurais préféré que, vous serez surpris, mais j'aurais préféré qu'on ne pose pas cette question. Je vous remercie. Merci, M. Durand. M. Béton, dites-nous, comment prévoyez-vous l'issue de ce premier tour? Et je vais poser une deuxième question immédiatement. Quels sont, selon vous, les deux candidats qui ont plus de chances? Avant même de poser votre question, parce que notre frère ici avait dit certaines choses. Premièrement, en ce qui concerne l'association du FCB avec Lionel, le fait qu'il trouvait que il y a des gens qui trouvent qu'ils ont des, je pense que tu avais utilisé le mot, ils ont des doutes sur ce que Lionel va faire s'il devient président. Et je trouve ces doutes normaux. C'est normal. Après avoir vu ce qu'on a vécu pendant 25 ans et les 10 dernières années de Yahya Boni, ce que FCBE avec les anciens FCBE, les nouveaux non-FCBE ont fait au Bénin, il est normal que le peuple puisse se poser des questions. Et c'est pourquoi nous constatons que Lionel ne fera pas la même chose que Yahya Boni, parce que Lionel ne veut pas être président sur la base du programme de société du FCDE, mais du programme de société de l'Alliance républicaine. Et cette nouvelle alliance a un programme déterminé qui, premièrement, et on n'avait pas parlé de cela, parce que quand vous regardez tous les programmes de société des candidats, tout le monde parle de la jeunesse, on parle des femmes, on parle de l'éducation, on parle de l'emploi, on parle de l'énergie. Mais en réalité, quand vous lisez complètement les programmes, aucun d'eux ne dit où est-ce qu'ils vont trouver l'argent et quelle est la période qu'ils donnent pour faire ce qu'ils doivent faire. Au moins, le programme de Lionel Bissou vous dit par détail d'où viendra l'argent qui va permettre à la population d'avoir un nouveau développement pour créer un Bénin nouveau. Il y a toujours le diagnostic présent, les moyens qu'il faut pour faire le travail et le scale, le timing pour faire le travail. Pensez-vous que M. Dessous soit le seul à même de pouvoir faire des mobilisations de fonds? Non, je ne dis pas mobilisation de fonds. Oui. Mobilisation de fonds. Mais vous avez dit, je ne parle pas de mobilisation de fonds. Tout le monde dans les programmes de société diront on doit investir, on va investir, on va faire ci, on va faire ça. Mais aucun de nous donne des chiffres palpables sur ce qu'on a au Bénin et maintenant donner leur vision ou leur manière d'application de leur société. Vous n'avez certainement pas pris connaissance des projets de société des autres candidats. J'ai lu tous les programmes de société de la majorité des candidats que j'ai eu. J'ai toutes ces informations que j'ai lues, mais ce que je dis c'est quoi? On dit on va dépenser, par exemple, il y a un candidat qui parlait de payer tous les spoliés de ICC. Mais ils disent, est-ce qu'ils ont dit où ils vont trouver l'argent pour payer les spoliés de ICC? Ils ont fait des débats. Non mais ils ont fait des débats, je parle du programme. Je ne suis pas apte à voir tous les débats des candidats. Je parle du programme. Le programme parle de payer tout le monde. Le programme n'a pas dit où prendre l'argent pour payer tout le monde. Deuxièmement, avant de parler de ICC, il faut savoir d'abord ce qui se fait déjà dans le pays et pouvoir le relater et donner sa vision de comment changer ce qui est mal fait ou continuer ce qui est bien fait. Mais il ne faut pas, dans tout gouvernement, dans tout pays, quel que soit le président qui vient, il doit avoir l'État a une continuité. Et avant de venir nous présenter des programmes pour dire je veux faire ci, je veux faire ça, il faut savoir ce qu'il est en train de faire et pouvoir construire sur ce qui est déjà fait. Donc, je pensais venir sur ce sujet. Oui. La deuxième chose, c'est pour les cartes d'électeurs. Oui. Il ne faut pas sentir, ce n'est pas, il est vrai, les cartes d'électeurs
n'ont pas été distribués à temps. C'est ce qui a causé le fait que l'opposition a demandé que l'élection soit reportée au 6 mars. Mais il est temps qu'on cesse de tirer sur une corde cassée. Il a été déjà décidé et publié partout que n'importe qui détient encore les cartes d'électeurs des années 2005 peuvent utiliser ces cartes. Non, vous voulez dire les cartes d'électeurs qui ont été distribuées. Qui ont été distribuées. Dans le cadre des dernières élections, des dernières consultations. Et il faut encore voir la nuance, parce que moi je constate qu'au Bénin, comme l'a dit M. Durand, mais souvent on parle, on crie, on fait des déclarations fausses et personne ne dit quoi que ce soit. Mais on a déclaré qu'il faut utiliser la carte. Non, je veux dire un sujet. Je vais vous arrêter. Il faut voir la disparité. Ce que je veux dire, c'est très important. Le nombre de votants, le nombre de personnes qui ont reçu les cartes d'électeurs, qui ont voté pendant les autres élections, c'était à peu près 3,7 millions de votants. Cette année, c'est à peine 4,7. OK? Mais est-ce qu'on va me dire maintenant, la différence, c'est moins de 7, c'est presque 1 million. Ce qui va être quelque chose de 30% si on compte comparativement à l'année passée. Mais cette 30%-là, c'est ça qui va nous dire que okay, les élections ne seront pas transparentes. Lorsque les élections ne sont pas... Monsieur en matière d'élection, ce que vous dites... Non, ce que je suis en train de dire... Je voudrais vous dire... Je dis la voix de tout le monde comme... Quand on dit aux gens, on a fait de nouvelles cartes, ok, et qu'on est en train de distribuer, au moins les autres ont déjà eu des cartes. On est en train de dire, ça ne veut pas dire que maintenant, 1 million n'aura pas de cartes. Non! Soyons sincères. Non, mais ce que vous dites, c'est que en matière pour prononcer même un KO, une seule voix peut suffire pour prononcer un KO, parce qu'il suffit d'avoir la moitié plus une seule voix, et le KO est possible. Donc, même si c'est 500 personnes qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, et on ne peut pas faire la traçabilité de ces 50 cartes d'électeurs, c'est déjà une porte ouverte à la suspicion et des idées de fraude. Non, mais moi, je ne parle même pas, je ne dis même pas que c'est normal que ces gens n'aient pas leur carte. Je dis, il ne faudrait pas tirer sur des sujets qui ne sont réellement pas de grands sujets, parce que le travail est en train d'être fait sur le terrain. La décision a été prise par le gouvernement ou la Sénat de permettre à ceux qui n'auront pas le cas d'utiliser les anciennes cartes. C'est tout ce que je dis. Donc ne nous contentons pas de critiquer. Donc en conclusion, vous dites que vous avez le sentiment que la présidentielle, du moins le premier tour, sera transparent. Mais vous posez une question que je trouve que seuls les magiciens ou les beaux-parents du Bénin peuvent vous le dire. Non, c'est sur la base des faits. Sur la base de ce qui se fait, selon moi, tout va très bien pour que les élections puissent bien se passer au Bénin. Tout va très bien pour que les élections puissent bien se passer. Et j'admire d'ailleurs la décision de la Cour constitutionnelle pour donner encore un plus de délai pour les campagnes, changer comment on appelle la date des élections, afin que les cartes puissent être bien distribuées. Merci, merci M. Béton. Nous allons nous tourner vers M. Ignaguenon et lui poser la même question pratiquement. Selon vous, quelle sera l'issue de ce premier tour du scrutin? Allons-nous nous diriger vers un deuxième tour? Et si oui, quels sont les probables... Je vous l'avais posé, M. Béton. D'accord. Et quels sont les deux candidats potentiels que vous projetez pour pouvoir, n'est-ce pas, retrouver dans le cas de figure d'un second tour du scrutin? Bon, je ne crois pas que, quand on parle de chaos au premier tour, je ne crois pas que, aucun candidat ne peut faire chaos pour ces élections-là. Parce que la mobilisation, le dynamisme des votants, de la masse populaire, et qui s'agrippe autour de certains nombres de candidats, prouve que, et puis les tendances nous amènent à dire qu'il y aura nécessairement un deuxième tour. Que ceux qui pensent et parlent de chaos changent leur idée tout de
construire parce qu'il n'y aura pas chaos. Je ne sais pas comment ils vont faire le chaos, mais pour le moment, avec les tendances que nous avons, je crois que pour être concis et succinct, je crois qu'on aura un deuxième tour Lionel Jussou à Diavon. Merci, monsieur Niaguelo. Monsieur Durand, donc, selon vous, comment travaillez-vous l'issue de ce premier tour et éventuellement allons-nous nous diriger vers un second tour? Il y a une possibilité de second tour et il se peut aussi qu'on ait un chaos. Aucune possibilité ne doit être exclue. Ça, je voulais le dire. Bon, maintenant, pour revenir au point de chaos, well, c'est vrai, les candidats sur le terrain font vraiment des travaux. Ils sont en train de faire un travail très tumultueux. Et la mobilisation, comme l'a dit mon confrère, tout ça là, c'est vrai que ça donne un peu l'inquiétude de dire que les voix seront éparpillées, et ce qui amènerait au deuxième tour. Mais tout à l'heure, avant qu'on ne commence le débat, vous me demandiez est-ce que j'ai un candidat que je supporte, tout ça là, j'ai parlé d'être indépendant, tout ça là. Je ne suis pas encore là pour vous dire directement mon candidat, mais peut-être en discutant, vous pouvez déjà avoir une idée de là où je pourrais... Vous pensez que votre candidat, sans le nommer, sera au second tour? Peut-être même au chaos. Ça, c'est pour vous répondre directement. Maintenant... Donc, tellement il est soit Lionel Zinsou, soit à Diavon, comme l'a dit M. Niaguelo. Vous êtes en train de jouer au journalisme là, mais attendez, je vais essayer de faire des éliminations pour que vous preniez le risque pour pouvoir choisir. Parce que déjà, moi, j'ai un principe. Il faudrait d'abord qu'on sache une chose. Nous sommes l'Afrique et nous avons notre culture. Et sur ce point, il faudrait souvent qu'on essaye de tailler certaines choses à la béninoise. Et ce qui nous permettrait, tel que le professeur l'a dit hier dans son intervention, même si on commence déjà par étudier, pas apprendre aux gens à l'école nos langues maternelles, ça leur permettrait d'évoluer sur certains plans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui même aux États-Unis, ça se passe dans les institutions comme le Peace Corps, le USAID, tout ce monde-là qu'on veut, tous ces gens qui sont affectés par exemple quelque part en Afrique, on les amène à étudier la langue de la région où ils vont. Ça se passe automatiquement. À New York, aujourd'hui, si vous êtes au courant, on recrute déjà même dans la police là-bas des policiers qui parlent la langue des émigrés qui sont déjà sur le terrain. Pourquoi on ne t'arrête pas dans la rue, tu dis je ne parle pas l'anglais. Tu dis ça à la personne dit quelle langue tu parles, tu dis Mina, il te parle Mina. Bon, pour que tu puisses respecter la loi. C'est-à-dire, c'est pour vous faire comprendre que quand je parle de mettre des garde-fous autour des gens, ce n'est pas forcer les gens, mais donner l'âme, donner le moyen aux gens de faire leur travail, c'est-à-dire sans avoir l'idée de mal faire ce travail. Quand tu as cette porte devant toi, et que quelles qu'en soient les circonstances, tu sais qu'avant de traverser cette porte, je dois aller pour mettre un code. Avant de traverser cette porte, c'est-à-dire que tu es obligé de mettre ce code et d'apprendre ce code et d'aller à l'école de savoir comment mettre le code. Et en plus de cela, d'apprendre ce qui peut t'arriver si tu donnes ce code-là à quelqu'un d'autre. C'est ça les garde-fous qu'on n'a pas en Afrique. Maintenant, revenons sur le problème des candidats. En parlant de ces garde-fous, ça me ramène à la culture africaine qui est la corruption, où on essaye d'éliminer ça. On a des candidats aujourd'hui que moi, quand je les regarde, quel qu'en soit leur projet de société, quel qu'en soit ce qu'ils font, moi, je vais vous dire la vérité, si jamais ces candidats-là viennent à la suprémature, c'est une porte grandement ouverte à la corruption à 200 vitesses dans notre pays. Ça, je vous le dis carrément. Déjà, moi, je suis contre un commerçant à la magistrature suprême, automatique. Quel qu'en soit ce que la personne fait, si la personne est un commerçant, pas question. Ça fait un. Et pourquoi? Je vais te donner un exemple très simple. Je ne suis par exemple milliardaire, je suis commerçant. Oui. Je viens à la magistrature suprême.
on me donne un délai on me donne un premier mandat. Après mon premier mandat, si je ne suis pas réélu, je dois quitter. Vous pensez que je vais laisser mon business, mes affaires tomber avant de quitter là-bas? Vous pensez que je vais laisser mes affaires tomber et quand je quitte là-bas, je serai en chômage? Non, ça fait un. Deuxièmement, je suis au pouvoir. Je continue toujours pas à faire mes affaires. Je commande par exemple 2 bateaux de 200 conteneurs. Vous croyez que celui qui est au port va refuser de faire sortir ces conteneurs-là parce que ça appartient au président de la République? Monsieur Durand, l'expérience a montré que les opérateurs économiques et les commerçants dont vous parlez ont eu les mêmes largesses sans avoir été président, sans avoir été chef d'État. Exactement. Maintenant, il faudrait mettre quelqu'un là qui va arrêter ces largesses-là sans qu'il soit là-bas pour être protégé par l'humilité. Oui, mais l'expérience, donne-moi... Ce que vous dites, je comprends bien, je suis parfaitement d'avis avec ce que vous dites, mais ailleurs, la chose est possible. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire chez nous? Et en Italie, Silvio Berlusconi est un opérateur économique. Il a rempli plusieurs fois. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ici aux États-Unis, nous avons un opérateur économique qui est dans la course. Mais pourquoi est-ce que c'est au Bénin que nous devons avoir les préjugés? Parce que ça ne peut ne pas être l'individu, ça peut être le système. Donc si c'est le système, pourquoi alors porter le tort sur l'individu qui est de carrière opérateur économique? Ça c'est une très bonne question. Et je suis un peu désolé que tous les exemples que vous avez donnés portent seulement sur les pays occidentaux développés. Et si vous regardez ces pays-là, avec ces gens opérateurs économiques qui étaient là, et qui ont eu par exemple des faillites et qui sont tombés, ont été traduits logiquement à la justice de leur pays. Ils n'ont jamais transporté quelqu'un de là à la CPI. C'est des conneries. C'est ça qui m'amène à parler de la culture africaine. C'est-à-dire la gangrène qui nous tue. C'est ça. On n'a pas de garde-fous pour permettre à ces gens-là d'être là et de ne pas s'échapper quand ils commettent ces erreurs. Tout à fait. Donc c'est le système. Donc la faute n'est pas à l'opérateur économique. On ne peut quand même pas léser un opérateur économique du fait de sa carrière de ne pas pouvoir briguer la magistrature suprême. Parce que ce que vous dites maintenant, ça relève des institutions, ça relève de la force de droit, n'est-ce pas, de s'appliquer. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, on a eu un événement chez nous, dans notre pays au Bénin, où il y a des milliards qui ont disparu. Le chef de l'État a demandé qu'on lève l'immunité parlementaire d'un député qui est de sa mouvance. Cela n'a pas été fait. Donc, ce que vous dites, et ce monsieur n'est pas un commerçant, donc ce que vous dites, et le président finissant, le président du régime finissant, lui-même quand il a pris le pouvoir en 2006, on l'a vu faire des marches blanches contre la corruption. Oui. Mais ça n'a pas duré avant que 6 mois peut-être après qu'on ait des scandales. On a vu plein de scandales, Sensal, machine agricole. Alors, comment est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que c'est parce que quelqu'un qui viendra au pouvoir ne sera, n'est-ce pas, un commerçant pour qu'il y ait, comment dirais-je, la notion de le voir, de voir celui-là lutter contre la corruption? Ça, c'est mon problème principal. Parce qu'en réalité, Monsieur Bittard, oui, je suis tellement excité et passionné par votre exposé que ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire, mais avec un grand mais, avec un grand M. C'est-à-dire quoi? Le monsieur qui était sous Yali Boni et qui a commis des trucs, le président de la République a demandé qu'on n'a qu'à relever son immunité pour qu'il puisse être traduit. Ça n'a pas été fait. Des gens qui sont là et qui le supportent ont voté pour lui pour qu'il garde son immunité et rien ne s'est passé. Je ne parle pas d'une seule personne. Je parle de tout le clan que cette personne va amener. Vous savez, quand vous avez une petite plaie que vous ne soignez pas dès le bas, quand ça s'agrandit, c'est fini. Même la gangrène même ne peut pas être... Monsieur Durand, mais vous savez que c'est ce même clan qui a endossé un candidat qui se dit l'oiseau rare aujourd'hui. C'est ce même clan qui a voté, qui a été à la base de ceux qui ont voté pour que l'immunité de ce député ne soit... L'État est une continuité. Ce même clan a endossé, l'État est une continuité. Ce même clan a endossé l'oiseau rare aujourd'hui. Mais comme vous parlez de programme de société, vous parlez de tout ça là. Cet oiseau rare que vous dites que ce clan a endossé aujourd'hui,
C'est qui l'oiseau rare ici? Ah, c'est demandez au monsieur. Bon, mais quand même, vous voulez savoir qui c'est qui est là. Donc, c'est pas de qui. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quand on parle. Monsieur Je me demande, parce qu'il a été toujours conseiller depuis pas d'une dizaine d'années avec Yaïboni. Je me demande si vraiment il est un oiseau rare. L'oiseau, quand on parle de l'oiseau rare, peut-être que le mot est un peu chose là qui a dit. On peut dire par exemple le dauphin, on peut dire le candidat supporté par le gouvernement en place, tout ça là, vous savez. Il est dans certains pays que nous connaissons ou bien que nous savons que 2 mandats pour un président n'est jamais suffisant pour que le président puisse finir le travail qui est à accomplir. S'il pouvait, par exemple, les gens disaient à Obama ici, s'il pouvait encore se présenter pour un 3e mandat, les gens vont encore le prendre, voyant ce qui se passe actuellement. Mais étant donné que c'est un pays de loi où on respecte cette constitution, ça ne peut pas être fait. Et quelle que soit la personne qui viendra, c'est au choix du peuple de se faire encore crever les yeux, en faisant leur choix, soit bon ou mauvais, et de continuer ou pas. Le candidat unique et le candidat de l'oiseau rare, ou bien le candidat dont on parle, c'est Lionel, par exemple. Ça, ce n'est pas quelque chose que... L'oiseau rare, je ne vois pas que ça... Bon, le mot l'oiseau rare peut être une peu chose là, mais c'est Lionel, c'est sur le candidat supporté par le... Bon, le problème qui se pose avec ce candidat, non pas le problème, mais ce que moi je vois de ce candidat, moi personnellement, c'est ceci. Nous voyons le Bénin, et comme le professeur l'a dit hier à son débat, c'était intéressant qu'il a prononcé ça, que nous les jeunes qui sommes à l'étranger, on n'a qu'à essayer de tout faire pour rentrer, pour appliquer ce qu'on a appris à l'étranger. Et cela veut dire que, est-ce que cela veut dire que nous voulons faire une politique d'exclusion? Non. En disant que ces gens-là, si on voit qu'ils ne peuvent pas le faire, on ne peut pas le dire? Non. Mais il faut avoir le courage de le dire et de ne pas se cacher derrière les mots de discrimination, ségrégation, exclusion. Non, allons droit au but, éliminons les choses. Tout le monde peut apporter son soutien au développement d'un pays d'une manière ou d'une autre et ne pas obligatoirement être à la tête. Mais ces gens-là, poursuivant cette magistrature suprême, n'est pas trop clair pour moi. Merci, M. Durand. Merci, M. Durand. Nous allons nous tourner vers M. Olatunji. Vous avez suivi M. Durand dans son développement. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Non, mais je vais venir d'abord aux 4 d'électeurs qui n'ont pas, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu de 4 d'électeurs jusqu'à la promotionnelle à ça. Donc, voilà pourquoi nous proposons à ce que dans les années à venir, bien le président qui va arriver là, on puisse vraiment l'aider à mettre fin à certaines choses, comme les 4 électeurs. En moins de 5 ans, 3 élections, 4 électeurs, ça c'est grave. Bon. Et ce que... C'est peut-être une façon de participer à la fraude. C'est une partie, vraiment, ça. Hein? Donc, tout ce qui... Quand je dis participer à la fraude, c'est-à-dire pouvoir gagner les élections et aussi pouvoir se faire un peu d'argent, certainement, n'est-ce pas? Oui, si vous dites ça, je vais dire les deux. Les deux parce que quand le pouvoir en place, ou bien celui qui pense qu'il peut gagner les élections est en train d'exécuter son plan, les autres perçoivent le plan et puis trouvent des moyens pour pouvoir le contrecarrer. Souvent, lorsque on l'associe, il oublie son plan pour contrecarrer celui qui est là et puis lui-même se rallie. C'est ce qui a été fait jusque-là. Parce que quand vous regardez l'histoire de Koslipi, mais c'est grave, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays et c'est pourquoi quiconque va arriver au pouvoir
je voudrais que vraiment les gens l'aident à rectifier par exemple tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Parfait. Monsieur Maureen Béton, vous avez de long en large détaillé les forces de votre candidat, je vais nommer Lionel Zissou. Quels sont ces obstacles, selon vous? Quels sont les obstacles que Lionel Zissou pourrait rencontrer éventuellement s'il venait à être élu président de la République? Quels peuvent être ces obstacles pour bien diriger le Bénin? Oh, les obstacles. Moi, je dirais plutôt, les obstacles sont tout président de pays, et je me réfère toujours aux États-Unis. Obama était venu avec un bon programme, il fait du travail, mais toujours il rencontre des obstacles. Et à la Sénat et tout. Tout président soucieux du bien-être du peuple va toujours rencontrer des obstacles parce qu'il y a toujours des clans, des gens qui ont un système déjà de corruption qu'ils ne veulent pas laisser aller. Donc les obstacles seront toujours là. L'important pour moi est que Lionel puisse reconnaître ces obstacles et pouvoir les surpasser en faisant gagner le peuple béninois. Donc il y aura toujours des obstacles et c'est ça la particularité d'un président, c'est pouvoir dépasser ces obstacles pour aboutir à la réussite de son programme de développement. Si vous avez un conseil à donner aujourd'hui à Lionel Zissou, vous l'avez en face de vous, quel conseil lui donneriez-vous? Oh, de toujours prendre le Bénin dans son cœur et s'assurer que tout Béninois puisse faire le rêve d'un Bénin nouveau, d'un Bénin où le bien-être pour tous et le bien-vivre est pour tout le monde. Aujourd'hui, certains lui font le reproche d'utiliser les moyens de l'État pour sa campagne et pour quelqu'un qui vient, qui prône une rupture par rapport, qui s'érige, n'est-ce pas, en un candidat pratiquement de la rupture, et pour quelqu'un qui a un passé assez élogieux pour avoir travaillé dans les grands milieux politiques français, que l'on lui fasse ce reproche aujourd'hui au Bénin, quelle impression ça vous fait? Oh, moi je trouve ça c'est une bonne guerre parce que donner des noms à des candidats qu'on n'espère pas évoluer, c'est la chose normale dans la politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que les gens ne peuvent que créer des situations pour pouvoir discréditer un candidat pour lequel ils ne sont pas. Est-ce que c'est une situation qui a été créée ou c'est un fait? Non, moi je ne peux pas dire. Je veux qu'on me donne des preuves. Parce qu'au Bénin, c'est ça. Il a reconnu le non. Dans un débat je vous assure que vous n'avez pas suivi le débat. J'ai suivi le débat. Il a bel et bien répondu dans le sens que quoi? La question qui a été posée par M. Dossa était quoi? Que les gens sont en train de dire qu'il a utilisé les moyens de l'État lorsqu'il était parti faire sa visite pour les élections. Non, en fait, la question n'était pas par rapport à la visite, mais il a répondu en parlant de la visite. Donc il a circoncis l'entretien. Il a donné l'exemple. La personne, il est le premier ministre du Bénin. Et en même temps qu'il fait son travail, et qu'en cela, il faut d'abord se reconnaître qu'il n'y avait pas encore les campagnes. En même temps qu'il est en train de faire son travail de premier ministre, et qu'il est en train d'aller quelque part, et que des gens, ils s'arrêtent quelque part pour saluer des gens. Donc, on veut qu'il laisse sa voiture, qu'il amène à un lieu et rentrer dans une autre voiture et pouvoir aller saluer quelqu'un et rentrer dans une autre voiture. Ce sont des logiques. Je veux dire quelque chose. À dire, soyons conséquents dans notre pays, soyons réels et réalistes. Voyons ce qui est faisable
il faudrait que dans nos lois, les choses soient mises comme cela se doit. Il faudrait que dans tout, par exemple, j'ai eu l'habitude de signaler beaucoup de choses, par exemple, où pendant à l'Assemblée nationale, il y a des règles, il y a des gens qui sont membres de l'Assemblée et qui se permettent de représenter des commerçants, des affairistes en tant que juristes, alors que la loi dit dans la Constitution que tu es député, tu n'as pas le droit d'aller être contre le gouvernement, l'État béninois. Et personne n'en parle. On trouve que c'est normal. Mais soyons sérieux au Bénin. Mais la loi est rétroactive. Et nous avons sur ce panel un autre représentant du candidat, notre candidat, je veux nommer le candidat à Davos Sébastien, M. Nianguénon, vous le représentez donc dans ce panel. Le fait d'avoir un candidat qui utilise les moyens de l'État, qu'on accuse d'utiliser les moyens de l'État par rapport aux autres candidats, est-ce que c'est quelque chose qui défavorise les candidats? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait normalement arrêter? Bien sûr, parce que d'abord je vais partir un peu en arrière. Quand on parle de légaliste, quand on est légaliste, on est légaliste. On n'est pas légaliste quand ça vous arrange, et quand ça ne vous arrange pas, on n'est plus légaliste. Donc quand on dit que c'est soit légaliste, ça c'est faux. On ne peut pas être légaliste quand il faut faire déposer ou bien il faut divulguer son projet de société, comme le dit la loi, et 2 semaines avant les élections. Et maintenant, quand il s'agit de ne pas utiliser la loi, la même loi dit qu'il faudrait se désassocier de tout ce qui a rapport au bien de l'État avant de se présenter comme candidat, quand vous êtes candidat. C'est ce que la loi dit. Et le Dessous continue toujours de jouir. Parce que jouir encore, je sais bien de l'État là, pour aller faire campagne. Je crois que c'est une insulte. C'est une insulte pour notre démocratie, une insulte pour lui-même qui est né. Il est béninois, mais né en France. Il est né dans une grande démocratie. Il a évolué dans une grande démocratie. Il a fait de grosses études dans une grande démocratie. Je crois qu'il est temps que nous arrêtions de jouer